Je pourrais paraphraser Ould Daddah en disant que la Mauritanie est un trait d'union entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Il a aussi dit que la Mauritanie est un pays arabe qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Il n'était pas un paradoxe près. Je peux aussi dire que la Mauritanie est un pays où l'on pratique encore l'esclavage, où il y a eu un génocide. Un pays où une minorité arabo-berbère domine une majorité de Noirs. Mais l'histoire de la Mauritanie est beaucoup plus complexe que cela. Chers amis, bienvenue dans Opinion sur Ganisha, je m'appelle Tanoum Lel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. La Mauritanie fut créée en 1899 par la France pour conquérir le bassin du fleuve Sénégal et avoir la mainmise sur le Mali, le Tchad, le Niger, qui constituent encore aujourd'hui avec la Mauritanie les principaux pays du G5 Sahel sous le contrôle de la France. On y retrouve des Arabo-berbères, des Touaregs, des Peuls, entre autres. Avant 1899, il y avait le Wallobrak, le Fouta Toro, le Guidimara et les Émirats. Des États indépendants qui pouvaient s'allier ou se faire la guerre. La France va éclater la structure politique de ces États pour les coloniser et, dit-elle, pour lutter contre l'islamisme. Ce qu'ils appellent islamistes, en fait, sont des résistants à la pénétration coloniale qui se sont fédérés autour d'un de leurs points communs, leur foi. La Mauritanie que la France voulait créer à la base concernait tout le sud de l'Algérie, le Sahara occidental, la Mauritanie actuelle et tout l'ouest du Mali. Un territoire destiné aux Maures, aux Touaregs, les Noirs devaient être déportés vers d'autres territoires. La colonisation de la Mauritanie s'est faite par un travail anthropologique et sociologique. Utiliser les conflits internes pour affaiblir les États et s'installer. Le Walo tombe le premier en 1855 et puis le Fouta Toro, le Guidimara, le Gadiaga en 1890. La France décide du nom du pays, la Mauritanie, l'idée des pays des Maures, l'arabe comme langue nationale. L'administrateur colonial Pierre Mesmer rendra l'arabe obligatoire en Mauritanie en 1954. En 1904, les territoires du nord du fleuve sont séparés du Sénégal et rattachés à la Mauritanie, divisant ainsi des milliers de familles par un fleuve. La France va appliquer deux types d'administration sur les Noirs et sur les Arabo-berbères. L'esclavage est aboli, mais Kopolani et d'autres administrateurs coloniaux autoriseront l'esclavage chez les Maures. En 1946, Senghor est nommé député de la Mauritanie et du Sénégal. Des Maures diront qu'un Noir ne peut pas représenter la Mauritanie. Sidi Mokhtar Ndiaye, métis Maure et Wolof, sera empêché de représenter la Mauritanie par la France en faveur de Ould Daddah. Ould Daddah dira que la Mauritanie n'a rien à voir avec l'AOF parce qu'ils ne sont pas africains. Ould Daddah est de la tribu des Oulad Berri, tribu qui a collaboré avec la colonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, la question de l'indépendance se pose. La plupart des Maures étaient en faveur d'une union avec le Maroc. Les Noirs, une fusion avec le Sénégal et le Mali. Le pays devient indépendant le 28 novembre 1960. Mokhtar Ould Daddah devient le premier président. Il y a deux groupes de Noirs, les Peuls, les Soninké, les Wolofs et les Bambara d'un côté, et ensuite les Haratines, anciens esclaves noirs restés politiquement, culturellement, linguistiquement attachés à leurs anciens maîtres. On les appelle aussi les Maures noirs. Les Maures arabo-berbères se désignent eux-mêmes comme Beydhan, littéralement homme blanc. Les tribus berbères sont des nomades venus du Moyen-Orient installés dans le nord de l'Afrique depuis longtemps. Les Arabes sont des tribus hilaliens venus eux aussi du Moyen-Orient. Entre le 11e et le 13e siècle, plus de 250 000 hilaliens déferlent en Afrique, avec pas moins de 50 000 pillards. Cette invasion est si impressionnante qu'on la qualifiera de fin du monde, de crépuscule de civilisation. Ce sont ces hilaliens qui vont dominer biologiquement et linguistiquement les berbères. Les Maures sont le mélange de ces deux groupes. Depuis les indépendances, les Maures dirigent le pays politiquement et économiquement. Il n'y a pas de données statistiques fiables en Mauritanie. Le gouvernement refuse de publier les résultats du recensement de 1988. Mais on voit ça et là que les Maures représentent 70% ou 80% de la population avec les Haratines, ou que les Noirs représentent 80% de la population avec les Haratines. Les relations historiques entre les Maures et les autres communautés ont toujours été des relations de conflit avec des périodes d'alliance.
Au moment de l'indépendance, les Maures étaient à la tête du pays, mais les Noirs détenaient la plupart des postes de cadre dans le gouvernement. Au congrès d'Alec en 1958, les Noirs acceptaient de faire partie de la Mauritanie et voulaient la garantie de préserver leur langue et leur culture. Ils choisiront d'étudier en français afin de rester connectés avec le monde africain francophone. La sécheresse des années 70 provoque un exode massif des populations maures nomades vers des zones urbaines. Évidemment, une visée sur les terres fertiles de la vallée du fleuve Sénégal, traditionnellement occupée par des Noirs. En 1965, 85% de la population maure était nomade. En 1987, plus que 23%. En 1972, la Mauritanie restreint ses accords avec la France sur les plans économiques, culturels et techniques. Elle quitte la zone franc et crée sa propre monnaie, l'Ouguiya. L'Irak, l'Égypte, le Koweït, la Libye et la Chine sont les nouveaux partenaires de la jeune république. Elle adhère à la Ligue arabe en 1973. La discrimination à l'enseignement se fait de plus en plus ressentir. Les bourses d'études à l'extérieur sont majoritairement accordées aux Maures et vers les pays arabes comme l'Irak, la Syrie et l'Arabie saoudite. Ces étudiants maures, à leur retour, vont contribuer à approfondir l'idéologie négrophobe et arabisante. En 1975, la Mauritanie et le Maroc sont en guerre contre le Sahara occidental. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le conflit, j'ai fait une vidéo là-dessus. Cliquez sur le i ici ou ici. La Mauritanie recrute beaucoup dans la communauté négro-mauritanienne. L'armée passe de 3000 hommes en 1976 à 17 000 hommes en 1978. Paradoxalement, tous les Mauritaniens étaient contre la guerre, les Noirs comme les Maures. Les Noirs redoutaient de voir le nombre d'Arabes augmenter et les Maures en raison des liens tribaux avec le peuple sahraoui. En juillet 1978, le colonel Mustafa Ould Salek dépose le président Ould Daddah lors d'un coup d'État. Le comité militaire de redressement national est mis en place. En avril 1979, le colonel Ould Bousseb et le colonel Ould Haïdal renversent à leur tour le gouvernement de Ould Salek. En mai, Bousseb meurt dans un accident d'avion. Haïdal devient premier ministre et le colonel Mohamed Louli président. En janvier 1980, Haïdal devient le président du comité militaire de salut national. Il se retire de la guerre du Sahara occidental et abolit l'esclavage sans aucune politique d'arrière. Cette initiative est destinée à saboter le mouvement El Hour qui lutte contre l'esclavage et pour l'émancipation des Haratis. En 1980, un gouvernement civil est formé dans une tentative d'instauration d'un gouvernement démocratique. Ce projet est vite abandonné suite à une tentative avortée de coup d'État en avril 1981. Des Maures proches du Maroc voulaient renverser le régime de Haïdal. Le gouvernement civil se mue en un pouvoir militaire avec comme chef de gouvernement le lieutenant-colonel Maouya Ould Sid Ahmed Taya. Ould Taya et Gabriel Saint-Père alias Jibril Ould Abdallah vont former le couple Hitler et Mengele de la Mauritanie. En décembre 1984, le colonel Taya s'empare du pouvoir lors d'un coup d'État et devient président. C'est sous sa présidence que la persécution et l'exclusion des Noirs va s'accélérer. Les mouvements ba'athistes et nasseristes se sont également renforcés autour du pouvoir. Ils vont contribuer à une répression impitoyable sur les Noirs à la fin des années 80 et début années 90. À l'indépendance, chaque Mauritanien pouvait choisir d'être francisant ou arabisant. Les Maures sont arabisants en majorité et les Noirs, avec l'angoisse de l'assimilation, étudient en français pour la plupart. Le choix entre la peste et le choléra, quoi. En 1965, un décret rend l'arabe obligatoire pour tous les élèves de l'école secondaire. En 1966, les étudiants noirs se mettent en grève soutenus par la société des Noirs. 19 fonctionnaires noirs produisent le manifeste des 19. Un manifeste qui décrit comment les Maures monopolisent la vie politique et économique du pays. Que l'arabisation est une grave atteinte aux droits des Noirs de Mauritanie. Ils réclament une réévaluation des bases du vivre ensemble du pays. Les 19 signataires seront démis de leurs fonctions, arrêtés et certains torturés. Les autres s'enfuiront au Sénégal. C'est la période où l'arabisation des Noirs devient quasi obsessionnelle. La même année, en février, des étudiants noirs sont attaqués par des étudiants morts parce qu'ils rejettent l'arabe. Environ un mois plus tard, des étudiants noirs organisent des représailles contre les élèves morts. Résultat, 6 morts et 70 blessés. En 1973, une autre disposition oblige les Noirs à étudier en arabe pendant 2 ans avant de commencer le français. Nouvelles protestations, nouvelles arrestations. En 1979, un nouveau circulaire
connu sous le nom de circulaire 02, met en place 2 mesures. L'augmentation des matières en arabe et l'introduction d'une nouvelle matière entièrement en arabe. Les étudiants noirs font de nouveaux grèves soutenues par les activistes ayant fui au Sénégal. Le circulaire est considéré comme un moyen de désavantager les populations non arabes dans l'enseignement. Pour calmer les esprits, le gouvernement décide de reconnaître les langues des Noirs comme des langues nationales, ce qui évidemment n'a aucun sens puisqu'elles le sont de facto. Il crée l'Institut des langues nationales qui devait permettre à chaque enfant de commencer l'école avec sa langue maternelle l'année suivante. Cette décision ne verra jamais le jour. À la place, le régime de Ould Taya décide d'arrêter les auteurs du manifeste du négro-mauritanien opprimé. Parmi eux, Ba Oumar Moussa, Ibrahim Sall, Djigo Tapsir et Samba Thiam. Des membres qui devaient diriger l'Institut national sont également arrêtés: Djibril Hameli, Ba Aboubakar Khalid, Mohamed Al-Habib Sow et Toumboumbaye, entre autres. En 1983, plusieurs organisations noires décident de se regrouper pour former les Flammes, Force de libération africaine de Mauritanie. L'idée était de sensibiliser l'opinion africaine et internationale de la situation des Noirs. Sankara est le seul qui prendra position publiquement et interpellera les autorités mauritaniennes. Les Flammes produiront le manifeste du négro-mauritanien opprimé en 1986. Ils décrivent de manière détaillée les problèmes et les revendications des Noirs. Ils essayeront aussi de discuter avec des militaires bézannes de la situation du pays dans le but de trouver une solution. Les officiers maures diront que le document est produit par Israël dans le but de déstabiliser la Mauritanie. Des éléments extrémistes et dangereux qu'il faut neutraliser au plus vite. Le manifeste sera falsifié. Ils diront que le but des Flammes est de massacrer tous les Maures et prendre le pays pour eux tout seuls. Il fallait faire peur aux Maures pour préparer les événements de 1989 qui aboutiront à des tueries et à la déportation de milliers de Noirs, majoritairement Peuls, vers le Sénégal et le Mali. Le faux manifeste sera diffusé dans le monde arabe pour avoir du soutien. Ce qui sauvera le mouvement de ces accusations graves est que le document avait été envoyé à d'autres chefs d'État africains. En 1969, la même propagande avait été faite par des Maures en direction des pays arabes. Ils diront que la Mauritanie est la Palestine de l'Afrique, que des Noirs juifs cherchent à coloniser de pauvres Arabes et prendre leurs terres. Commence alors une période d'intimidation. Des arrestations massives des activistes noirs furent enlevés, jugés lors de parodies de procès. En 1989, un conflit entre le Sénégal et la Mauritanie éclate. L'État mauritanien en profite pour expulser des dizaines de milliers de Noirs mauritaniens, essentiellement de l'ethnie Peul, vers le Sénégal et le Mali. Leurs terres, leurs maisons et leurs bétail seront confisqués et cédés à des Maures et à des Haratis. Il s'ensuit une répression sauvage, arrestations, exécutions sommaires, viols de femmes, expropriation des terres. En 1990, l'État mauritanien invente un faux putsch, un prétexte pour éjecter une centaine d'officiers noirs de l'armée. Plusieurs d'entre eux seront assassinés. Le 28 novembre 1990, pour célébrer l'indépendance du pays, ils pendent 28 militaires noirs. Mohamed Sy décrit ainsi la scène. Novembre 1990, au soir, à Inal, vers 17h, les prisonniers ont été sortis de leur hangar et ont été alignés. Un caporal est passé avec un feutre où il mettait des croix sur certains prisonniers. Et un soldat s'en est inquiété. Un autre gradé lui a répondu qu'on allait déplacer ces hommes qui étaient marqués, qu'on allait les déplacer pour les amener ailleurs. Et lui, il a dit au sous-officier: moi je suis marin, je suis venu avec les marins, je préfère rester avec mes collègues, mes compagnons. Le sous-officier, un sergent-chef, demande à quelqu'un d'autre de le retirer. Il a été retiré du lot et on a pris quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place. Il se trouve que celui qui est mis à sa place, c'était son petit frère. Les prisonniers numérotés sont mis pratiquement à l'entrée des hangars. Ils ont commencé à pendre les gens à minuit. Donc, les deux frères tenaient absolument... Bon, ils étaient tout le temps ensemble, tout le temps. C'est tout à fait normal parce qu'ils se sont retrouvés dans ces conditions, ils se soutenaient l'un l'autre.
Et quand ils ont compris ce qui se passait, chacun voulait passer en premier pour ne pas assister à la mort de l'autre. Donc un tirage au sort a été opéré par les bourreaux. Et le plus âgé est passé en premier. Beaucoup de Noirs considèrent la date de l'indépendance comme un jour de deuil et refusent de la célébrer. Les veuves et les orphelins des militaires se battent encore aujourd'hui pour que la lumière soit faite sur cette tragédie en vain. L'État a voté une loi d'auto-amnistie en 1993 pour interdire toute enquête sur ces crimes. Dans sa volonté de réduire le nombre de Noirs en Mauritanie, l'État procède à l'enrôlement de la population. Mais le recensement s'avère discriminatoire contre les Noirs. Aujourd'hui, les principaux problèmes sont la conséquence de cette politique d'exclusion et d'accaparement initiée par Ould Daddah, le premier président de la Mauritanie. L'État est monopolisé par une seule composante ethnique, les Arabes. Il y a des discriminations sur les plans éducatifs au niveau de l'emploi et des médias. Les Noirs n'ont que des postes subalternes dans l'armée qui est devenue la chasse gardée des Arabes. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que tu auras appris un peu plus sur les problèmes ethniques en Mauritanie.